Je vais partir d'un exemple très simple, très concret. Hier soir, sur la chaîne de l'Assemblée nationale, LCP, il y avait une émission de débat, dont vous imaginez le sérieux de telles émissions, qui avait pour titre « Le naufrage de la psychiatrie ». Et aucun des intervenants n'a contesté cette expression. Bien sûr, c'était la psychiatrie en général, mais qui ensuite était spécifiée, la psychiatrie adulte, la gérontopsychiatrie, et bien sûr, la psychiatrie liée aux enfants et aux adolescents. Donc le fait même qu'une émission puisse porter ce titre et qu'elle ne fasse pas polémique relève du constat. Il faut bien constater qu'il y a un champ, ceux qui ne veulent pas dire naufrage diront sinistré, voire un champ avec un malaise, et ce champ est celui de la psychiatrie, de la pratique de la psychiatrie, mais il faudra y revenir, de la théorie même qui légitime les pratiques psychiatriques. En ce qui concerne la pédopsychiatrie, là aussi, chacun peut témoigner de ce qu'il a pu rencontrer, voire de ce que des parents, des amis ou les malades, j'emploie le terme au sens médical du terme, ont pu rencontrer lorsqu'ils s'affrontent, lorsqu'ils se confrontent à la psychiatrie, notamment à la pédopsychiatrie. Je pense à un de mes patients qui a un enfant autiste de 15 ans et qui depuis 3 ans ne cesse de taper à toutes les portes pour qu'il y ait une prise en charge sérieuse, construite, rigoureuse de son fils. Et il n'y parvient pas ou il y parvient peu. Et pourtant, il a les outils, la façon de parler, la façon de se présenter, la façon de dire les mots qui peuvent être entendus, et que malgré cela, il y a une misère de fait de la pratique. Alors, quand vous interrogez les spécialistes, les économistes, les psychiatres eux-mêmes, les sociologues, etc., ils insistent tous, c'est presque leur première réaction, sur la loi de 2011, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, où effectivement, il y a eu un lien qui a été établi, on pourrait dire un lien idéologique, parce que les statistiques démontrent le contraire, à savoir maladie mentale et délinquance, voire le crime. Et il n'y a personne que vous interrogerez, que vous pouvez interroger, qui ne cesse de rapporter ce qui se passe, entre autres, à cette loi décrite comme néfaste. C'est une des lois, il ne faut pas, je crois, systématiser cette année, mais plutôt repérer au fond une sorte de pente qui est celle de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie en particulier. Les syndicalistes, par exemple, qu'ils soient psychiatres, soient psychologues, infirmiers, éducateurs, etc., vont insister sur le manque de moyens. Les économistes sur l'incapacité qu'il y ait une coordination de prise en charge des soins avec un éclatement où la bureaucratie française retrouve ses droits, ses limites et à la limite son caractère kafkaïen. Nous sommes d'accord là-dessus, même si je n'ai pas les outils de l'économiste, du sociologue ou du psychiatre syndicaliste pour en parler avec toutes les données statistiques que vous seriez en droit d'exiger. Mais la question qui se pose, après ce constat, c'est en quoi ça concerne quand on s'interroge à la psychanalyse. Autrement dit, en quoi le psychanalyste peut-il être intéressé à ce constat? Bien sûr en tant que citoyen, bien sûr s'il est psychiatre en tant que psychiatre, s'il est psychologue, qu'il a des fonctions hospitalières, il y est directement intéressé. Mais le psychanalyste aussi, dans la mesure où les bruits du monde arrivent dans son cabinet, où des prises en charge ne peuvent avoir lieu. Mais je crois qu'il faut peut-être être plus prudent ou avoir une vue un petit peu plus haute, sans oublier l'action syndicale, l'action de contestation, à la limite le combat politique contre ces positions. Mais prenons le fondateur en France de la pédopsychiatrie. Il s'appelle Georges Hier. Il a soutenu en 1914 une thèse dont je vous lis le titre « Enfants anormaux et délinquants juvéniles
Nécessité de l'examen psychiatrique des écoliers. Et ensuite, en 1948, donc c'est relativement récent, ce sera celui auquel on attribue la première chaire de pédopsychiatrie en France. Attention, ce n'est pas une critique de Georges Hier qui est présentée avec justesse comme un esprit ouvert, un libéral qui a beaucoup fait pour la prise en charge des enfants et qui a cassé quand même le rapport à ce que l'on appelait alors l'arriération mentale et qui était la seule façon d'expliquer l'état des enfants. Mais simplement, dans la naissance de la psychiatrie, dans sa version pédo, qu'est-ce qu'on observe? Je vais vous donner une petite phrase de Heuillère qui a tout son intérêt. Le même Heuillère qui a accueilli des psychanalystes dans son service, Eugénie Sokolnika, l'analyste de Gide, puis Sophie Morgenstern. Je vous lis. « Il est impossible, disait-il, de séparer théoriquement et pratiquement les anormaux des délinquants, ceux-ci se recrutant parmi ceux-là. » Il y a une autre phrase qui date de 1943. La voici, 70% des délinquants ont été des anormaux et que par conséquent, 70% des anormaux peuvent devenir délinquants. Donc si je cite ces exemples, c'est parce que c'est toujours intéressant de voir comment une discipline clinique, prise dans un cursus universitaire, a en quelque sorte son archéologie. Ce qui était formidable dans ces années-là, c'est que la psychiatrie, c'était au fond le constat, c'était les traitements. Mais en quelque sorte, c'était déjà fait. La pédopsychiatrie a un rêve, c'est qu'enfin la discipline devienne prophylactique. C'est-à-dire qu'on puisse anticiper que les classes dangereuses se recrutent, entre guillemets, statistiquement, parmi les anormaux, parmi ceux qui relèvent du trouble, j'emploie des guillemets, psychiatrique. Donc, si je dis ça, c'est ni pour critiquer Heuillère, ni pour critiquer la discipline, ni pour relativiser la situation de la pédopsychiatrie en France. C'est pour se dire, évitons, du point de vue analytique, de dire c'est pas bien, c'est terrible, les pouvoirs publics, etc. Ce sont des remarques effectivement exactes, mais ça nécessite de notre part peut-être un travail épistémologique, de réflexion, de déplacement pour repérer les enjeux de l'affaire. Et je me dis que c'est peut-être là où la psychanalyse peut être questionnée. Alors après les remarques relativement générales, où je renvoyais plutôt aux sociologues, aux historiens, etc., quoique nous pouvons avoir en tant que citoyens notre position, là, par cette question, on arrive au cœur de l'enjeu, c'est-à-dire, indépendamment de la pratique pédopsychiatrique, indépendamment des conditions concrètes, socio-historiques, socio-économiques de la discipline, la répartition dans le territoire, etc., là, on s'interroge sur la discipline elle-même, c'est-à-dire sur son contenu épistémologique et plus simplement sur ses formes d'usage sociaux. Et là, c'est pour ça que j'ai tenu à parler d'Heuillère, mais qui était un esprit éclairé, j'insiste, où, dans ce que vous venez de nommer, on retrouve une dégradation de la clinique. Cette dégradation de la clinique, nous ne la constatons pas depuis hier. Nous la constatons depuis un certain nombre d'années où les diagnostics que vous nommez sont des tentatives de médicaliser ce qui peut arriver à propos des enfants et à propos des adolescents. Autrement dit, c'est une éradication systématique de ce que la psychanalyse avait permis de repérer et d'inventer. Nous appartenons à une génération où nous avons eu l'espoir, plutôt déçu aujourd'hui, qu'en quelque sorte la chance de la psychiatrie, qui doit continuer à avoir sa spécificité, la psychiatrie pour adultes, la psychiatrie des personnes âgées, la psychiatrie pour les enfants, aurait son issue, sa chance épistémologique et clinique grâce à la psychanalyse. Quand vous lisez un texte ancien
à la fin des années 40 de Lacan sur la causalité psychique, où il dialogue avec son ami, son copain d'internat, Henriet, on voit que la psychanalyse est une façon d'orienter l'à peu près de doctrine de la psychiatrie elle-même. Lorsque Lacan dit il ne faut pas confondre une hallucination avec une hallucinose, etc. etc. Il y a comme ça des précisions cliniques qui nous montrent que la psychanalyse, la découverte freudienne de l'inconscient, allait non pas se substituer à la psychiatrie, mais en quelque sorte en constituer un fer de lance, l'obligeant à un aggiornamento. Ça, c'est fini. C'est fini, sauf évidemment dans des niches ici ou là, dans des actions remarquables de tel ou tel. Je parle là globalement, la psychiatrie universitaire, la pédopsychiatrie, qui date universitairement de 1948, dont je l'ai dit, ces deux disciplines ne sont en aucun cas orientées par la thèse de l'inconscient, pour qu'ensuite elles trouvent leur propre spécificité. Les diagnostics que vous avez nommés sont la négation de la spécificité d'une parole, de la constitution du symptôme, comme disait Freud, d'une parole empêchée, etc., etc. C'est-à-dire, c'est la transcription, c'est en cela que ce n'est pas de la science au sens strict, mais une sorte d'idéologie scientiste, l'application des protocoles de la médecine organique à ce que l'on appelle la maladie mentale. Par exemple, le terme neurodéveloppement. Ce terme-là, parfois, il est repris pour en quelque sorte parler la langue de l'autre, en quelque sorte pour pouvoir dialoguer avec lui dans l'espoir qu'il nous prenne en considération. Ma position, c'est que le terme neurodéveloppement est un artifice idéologique, puisque dès que vous marquez neuro, c'est que le développement lui-même, qui est un concept qui n'est pas analytique, c'est un terme de la psychologie développementale, eh bien, porte sa causalité intégrée dans la formulation, tout cela relève de l'architecture neuronale. On n'a rien à en dire, si ce n'est à démonter les artifices idéologiques par lesquels c'est construit. Jacques-Alain Miller, il y a une vingtaine d'années, a fait un cours admirable, tout le monde est faux, où il a démonté en quelque sorte l'hypothèse neuro. Le texte existe, le texte est disponible, il a été publié sous forme fragmentée en revue, et chacun pourra y voir qu'avec une épistémologie rudimentaire, une épistémologie en quelque sorte presque populaire que chacun peut utiliser, on arrive à démonter ce fatras idéologique qui se prétend drapé de la notion de science. Donc, quel est notre travail ? Faut-il contester tel ou tel diagnostic ? Faut-il entrer dans la logique de ces diagnostics ? Je parle du point de vue de la psychanalyse, pas ensuite du point de vue stratégique de tel ou tel dans une institution ou en fonction des responsabilités qu'il a. Ce que je dis, c'est qu'au contraire, on a à démontrer que si on emploie l'expression neurodéveloppement, eh bien, on se révèle comme être un fan du cerveau, comme disait Jacques-Alain Miller. C'est ça qu'il faut voir, et de voir à partir de là comment ça se constitue, comment ça s'élabore, et comment ça n'est possible qu'autour de passe-passe généralisés. Je ne suis pas psychologue, mais lorsque j'avais vu ce qu'on demandait aux psychologues, on avait organisé dans l'école un forum, etc., et des rencontres. Ensuite, on a essayé, avec Miller, de déplier ça sous le concept de dépathologisation, c'est-à-dire que les catégories cliniques perdaient de leur pertinence, ça voulait dire qu'au profit d'artifices idéologiques, ce que Althusser appelait la philosophie spontanée du savant, ignorés. Bon. Eh bien, qu'est-ce qu'on observe ? C'est qu'au fond, ce sont des tours de passe-passe et qu'on a politiquement, je le propose, je l'impose à personne, à combattre ce qui se dit plutôt que de vouloir parler cette langue-là. C'est un choix. Si vous dites neurodéveloppement, troubles neurodéveloppementaux, vous avez à la fois le terme de trouble, qui est une certaine conception de la médecine qu'un épistémologue Canguilhem a décrit comme pré-scientifique, puisque le trouble, c'est en quelque sorte l'anomalie, que la médecine organique, Claude Bernard et la suite, s'est constituée
non pas sur l'élaboration de l'anomalie, mais de la maladie, ce qui n'a rien à voir, c'est-à-dire l'organisation architecturée d'un ensemble de signes, de séméiones. Donc, cette idée du trouble, disorder, anglais, c'est un terme qui est un pur produit d'une idéologie de l'anomalie et pas de la médecine. Deuxièmement, neuro fait référence à une causalité explicative exclusive. Et troisièmement, développemental signifie qu'un enfant est un devenir. Eh bien, nous ne sommes d'accord sur aucun de ces concepts. Ça n'enlève rien, attention, aux acquis de la science, aux prouesses de la neurologie stricto sensu, etc. Du reste, People avait organisé il y a plusieurs années un colloque dont le titre était « L'inconscient et le cerveau, rien en commun ». Je crois que ça doit être une thèse de ce type que nous devons déployer. D'autre part, vous remarquerez que les termes que vous avez employés, les nouveaux diagnostics en quelque sorte qui font florès, sont la reprise systématique, en quelque sorte, des enjeux idéologiques de la création, dans le champ de la médecine et de l'épistémologie médicale, de la pédopsychiatrie, c'est-à-dire une volonté prophylactique qui ne signifie pas qu'il ne faudrait pas s'occuper des enfants, ce qui serait en quelque sorte la position analytique irresponsable, mais l'idée qu'il faut médicaliser l'ensemble des enfants, ce qui ne manque pas de se faire, puisqu'un certain ministre de l'Éducation, Blanquer pour ne pas le citer, avait justement cette idée de travailler avec les neuroscientifiques pour en quelque sorte que l'apprentissage relève de la science et plus du fatras, des affects, du transfert, etc. Ça a été dit très explicitement. Évidemment, et c'est toujours utile de le répéter, le psychanalyste dans sa pratique n'est pas, ni en tant que psychanalyste, ni en tant que citoyen, opposé au médicament. Le médicament a son pouvoir, le cerveau existe, évidemment. Nous ne sommes pas contre les prises en charge médicamenteuses. Mais je me doute bien que votre question ne portez pas sur le point que je viens de rappeler, qui est l'évidence et le respect que nous devons à ceux qui s'adressent à nous, même si l'analyste ne prescrit pas lui-même. C'est quoi l'enjeu? C'est que si on consent à ce qui relève en quelque sorte du mal-être, du malaise, du symptôme, de positions inconscientes, etc., engagées qui rendent la vie difficile, voire pouvant amener au suicide, comme on le constate chez les enfants et les adolescents. Si on réduit tout cela à une question purement médicale au sens de la causalité matérielle, effectivement, ce que vous avez dit est parfaitement justifié. Il faut médicaliser, bien doser, etc. C'est là où nous nous opposons. C'est là où nous introduisons une autre dimension. C'est que, paradoxalement, il y a une dépathologisation au sens que les catégories cliniques sont démembrées au profit de continuums syndromiques qui sont construits à partir des réponses aux médicaments. Ça a été fait pour la psychiatrie adulte, c'est fait aujourd'hui pour la psychiatrie infantile, et de voir que c'est autant de dispositifs qui tentent à montrer c'est la médecine, laissez-nous tranquilles. Voilà ce qui nous est adressé au nom de la science. Pourquoi laisser souffrir des enfants, des adolescents, des personnes âgées ou quiconque? C'est comme si vous disiez à un stomatologue, pourquoi ne laissez-vous pas la souffrance d'une dent advenir pour voir ce qu'elle comporte? Vous seriez traité durement, à juste titre s'il s'agit de la stomatologie, mais c'est le même raisonnement qui est appliqué à ce dont on parle, c'est-à-dire au mal-être, comme on dit, subjectif. Et donc, il s'agit pour nous, en quelque sorte,
de voir que la surmédicalisation, c'est la conséquence de ce dont nous parlons, c'est-à-dire la causalité. Par exemple, un professeur de psychiatrie, Le Boyer, elle exerce à Paris, dans les différents entretiens qu'elle peut donner, le dit très explicitement. Il n'est pas question de laisser souffrir les malades. Sur le modèle de la médecine. Et elle dit, on fait des progrès gigantesques, par exemple, dans les traitements de la douleur, dans la sophistication aujourd'hui des médecins anesthésistes, etc. Et nous tolérons encore en psychiatrie ce qui n'est pas tolérable. Donc, il y a cette médicalisation au nom de la souffrance n'a pas à être tolérée, un médecin se doit, sinon complètement de la raser, tout au moins la réduire, voire en traiter le fonctionnement. Si ce raisonnement-là, qui a sa légitimité dans la médecine organique, est appliqué à ce qui relève du champ où l'inconscient est engagé, vous voyez que l'inconscient lui-même est éradiqué. Nos pratiques, les psychiatres qui parlent encore avec les adolescents, les enfants et les malades en général, les psychologues qui parlent puisqu'ils ne prescrivent pas, s'avèrent avoir un travail purement cosmétique. On leur interdit, comme cela se voit dans certains services, à ceux qui relèvent du champ de la psychologie, d'émettre la moindre remarque sur le diagnostic. Puisqu'il est neuro, puisqu'il est médicamenteux, de même que dans un service de cardiologie, généralement, le psychologue ou le psychiatre n'intervient pas sur le traitement médicamenteux décidé par le cardiologue. C'est toujours ce modèle qui fonctionne et qui nous envahit et pour lequel nous avons à combattre sans pour autant tomber dans l'excès de dire mais non, et donc d'être traité d'irresponsable, de faux scientifique et justement d'avoir une conception métaphysique de ce dont on parle. Il faut bien savoir aujourd'hui que la référence à la psychanalyse, bien sûr, il y a toujours des exceptions, et heureusement, le système n'est pas aussi fermé que je le prétends. Il y a toujours des trous, des traces, et la forme libérale de nos sociétés dites démocratiques, évidemment. Mais si on prend la pointe la plus extrême du raisonnement tenu, notamment par les universitaires, et que je déploie, c'est que il faut en finir avec la métaphysique, c'est-à-dire tout ce qui relève de la parole, pour en arriver à la causalité objective. Le médicament est le premier pas. C'est le plus facile, le médicament. Après, il y a les interventions sur le cerveau lui-même. Aujourd'hui, au CHU de Marseille, la grande pratique, c'est qui, paraît-il, est sans conséquences secondaires, à différence de la sismographie, etc., qui consiste à quelque sorte, avec une sorte de casque, à faire passer un circuit électrique qui va avoir une fonction d'apaisement. De même, s'occuper du nerf vague, vieille tradition de la médecine psychiatrique de la fin du XIXe. Bon. Voyez donc, dans tous les cas, il s'agit moins de répondre pour ou contre. Nous ne sommes pas contre les médicaments. Nous sommes contre l'usage idéologique des médicaments, c'est-à-dire de répondre à la question en quoi toutes les questions que vous posez, fort pertinentes, amènent à la disparition d'une certaine clinique. C'est même une volonté aclinique, le A privatif, et c'est même une volonté athéorique. À quoi bon de produire des théories puisqu'il suffit d'observer? Donc, après le médicament, il y a l'intervention dans le cerveau lui-même. Oh, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que vous allez inventer? Ce n'est écrit nulle part. Ah si, c'est écrit partout. C'est-à-dire une volonté d'intervenir sur le cerveau. Ce n'est pas possible d'expérimenter sur l'homme, mais on nous explique, statistiques à l'appui, démonstrations à l'appui, que chez les souris ça marche, chez le rat de laboratoire, etc., chez les singes n'en parlons pas, à savoir qu'il est possible que ce qui cause votre mal-être, ce qui fait quand même que nous sommes des traumatisés, des bricolés, des exilés, etc., tout ça pourrait, par des interventions ad hoc, être
supprimée. Vous croyez que je vous fais le coup d'une science-fiction appliquée à la médecine? Pas du tout. Les travaux insistent sur ce point. Et même un prix Nobel, Kandel, a démontré qu'on pouvait transformer, chez les souris, des mauvais souvenirs en bons souvenirs. Avouez que c'est un critère idéologique pour faire rêver tout le monde. À quoi bon aller s'allonger chez un psychanalyste pour essayer de détourer ce qui fit pour nous drame, de s'apercevoir que c'est une fiction et qu'en plus la fiction est menteuse. Enfin, le travail que nous élaborons par ailleurs, alors même qu'un coup d'électrode permettrait enfin d'en finir avec tout ce dont on parle. Eh bien, les diagnostics dont vous parlez, le médicament, c'est en quelque sorte le moyen le plus facile, le plus commun, mais qui présuppose la possibilité, non pas de donner à la folie, terme classique, sa valeur, où la raison elle-même trouverait sa base, son dialogue, mais d'en finir au fond avec la folie pour que la raison toute puissante soit souveraine elle-même.